Bonjour à tous et bienvenue à ce premier atelier des débats du Cercle Montesquieu consacré à l'évolution des profils et des compétences des juristes à l'heure de la digitalisation. Alors, comme vous le savez, le Cercle a placé la transformation digitale des directions juridiques au cœur de ses priorités. Vous avez certainement lu l'étude réalisée sur ce sujet auprès d'une centaine de directeurs juridiques par le Cercle Montesquieu, en partenariat avec le cabinet Day-One. J'en profite pour saluer Olivier Chadutot, qui est avec nous aujourd'hui dans la salle, managing partner de Day-One. Cette étude a été rendue publique en début février et elle a montré que la transformation digitale des directions juridiques était bien lancée, même s'il était à un stade encore préliminaire. Alors, quand on parle de digitalisation, on pense évidemment à la mise en place de nouveaux outils, notamment sur la gestion, l'automatisation des contrats, la gestion de documents, le suivi des sociétés. On pense aussi évidemment aux bouleversements introduits par les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et la blockchain. Mais l'étude réalisée par le Cercle et le cabinet Day-One a montré de manière intéressante que pour l'essentiel des répondants, la transformation digitale d'une direction juridique, ce n'est pas simplement une affaire de déploiement de nouvelles technologies, mais c'est d'abord une histoire de transformation humaine où l'enjeu pour les juristes est d'être véritablement acteurs de cette transformation. Alors dans ce contexte, quelles sont les clés pour réussir cette transformation digitale? Comment définit-on ses besoins en matière de digitalisation? Quelles conséquences on en tire en termes d'outils à déployer ou pas? Quelles sont les nouvelles compétences attendues des juristes? L'impact sur le recrutement et la formation? Voilà un peu le panorama des questions qui se posent à un directeur juridique qui est engagé dans un projet de transformation digitale. Et pour nous éclairer sur ces différents sujets, on a le plaisir d'avoir pour cette première table ronde Audrey Deléris, qui est manager chez FedLegal, un cabinet de recrutement spécialisé dans les fonctions juridiques qui est bien connu des entreprises. Professeur Bruno Défense, vous êtes professeur en sciences économiques à l'université Paris 2 Panthéon-Assas et directeur du diplôme d'université transformation digitale du droit et legal tech. Eric O'Donnell, vous êtes Head of Legal Operations chez Total, et Christian Lehir, directeur juridique de Natixis. Alors, on essaiera bien sûr de garder un temps important pour les questions de la salle et le partage de vos retours d'expérience en matière de digitalisation, mais je vous propose qu'on commence tout de suite à entrer dans le vif du sujet en parlant des besoins des entreprises et des nouveaux outils à déployer, avec Eric O'Donnell et Christian Lehir, qui sont directeurs juridiques dans deux sociétés qui ont été pionnières en matière de transformation digitale. Christian Lehir, je crois que vous avez commencé la transformation digitale de votre direction juridique dès 2015. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment votre équipe a initié son expression de besoins digitaux? Quelles ont été les différentes étapes de ce processus? Merci Hervé. Oui, effectivement, on a essayé de commencer il y a déjà un moment. Alors 2015, en réalité, je pense que c'est par rapport aux nouvelles technologies que l'on voit poindre dans nos métiers, notamment les legal tech, les reg tech. Mais je pense que la transformation digitale, et je pense que c'est important de le noter vis-à-vis des juristes, puisqu'effectivement, comme Hervé l'a souligné, il y a une problématique de conduite du changement dans le digital. Les juristes ont en fait évolué énormément déjà sur la problématique digitale. On maîtrise tous des outils informatiques, alors avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de profondeur. Word, ça va. PowerPoint, c'est plus compliqué. Et puis Excel, ça fait fuir un certain nombre d'entre nous. Bon, ceci dit, les outils digitaux appliqués au juridique, pour moi, existent depuis les années 2000. Hein, c'est à peu près au moment où on a commencé à mettre en place des gestions électroniques de documentation pour l'archivage. Mais peu d'évolution, à part ces outils bureautiques qui nous ont quand même fait changer la façon dont on abordait nos métiers. Et puis en 2015, sont apparus un certain nombre d'outils bureautiques qu'on a commencé à implémenter. Alors, on les a implémentés sur une démarche qui était très top-down, c'est-à-dire le directeur juridique, dans sa grande sagesse, a considéré qu'il était important que l'on déploie un certain nombre d'outils juridiques au sein de la direction.
Alors, les outils qu'on a déployés, c'est notamment des outils de Contratech, des outils de gestion des contentieux, des outils d'automatisation de la production contractuelle. Donc là, notamment quand il y a des volumes de contrats qui sont relativement importants et qui permettent d'éviter aux juristes des fonctions un peu trop répétitives. Et puis on a aussi développé un outil de e-billing, c'est-à-dire de facturation des cabinets d'avocats de façon complètement numérique. Donc toutes nos factures d'avocats sont complètement numérisées. Et puis, on s'est quand même on s'est aperçu que cette démarche avait ses limites et qu'il fallait un peu repenser la manière dont on abordait la digitalisation au sein de la direction juridique. Et c'est ce qu'on a mis en place depuis environ une année. C'est-à-dire que face au déploiement de nombreux outils, souvent sur des segments qui sont relativement étroits, on a pensé que c'était mieux que ce soit les juristes qui décident eux-mêmes ce dont ils avaient besoin. C'est-à-dire de revoir notre process avec une démarche plutôt bottom-up, c'est-à-dire c'est aux juristes de déterminer par rapport au process qu'ils vivent dans leur quotidien, ce que l'on pourrait mettre en place comme outil juridique en choisissant ces outils dans l'ensemble des legal tech ou des reg tech qui sont disponibles. D'accord. Eric Honnel, vous êtes donc Head of Legal Operations chez Total, vous managez les projets internes de la direction juridique. Quels seraient vos conseils pour réussir une transformation digitale et surtout pour la faire durer dans le temps une fois que la démarche est lancée? Alors, je suis d'accord que le bottom-up est beaucoup plus efficace. Mais les juristes ne sont pas les premiers à proposer de se transformer. Donc, il faut quand même un petit catalyste du haut. Il faut changer, il faut se transformer. Et il ne faut pas que le digital soit l'objectif. L'objectif, c'est que le juridique se transforme pour refléter la transformation de l'activité dans laquelle nous nous trouvons. Le métier juridique a beaucoup évolué et il faut que les outils digitaux reflètent cette évolution et surtout répondent aux besoins. Et si on veut répondre aux besoins, il faut savoir ce qu'ils sont. Et là, nous avons organisé plusieurs ateliers pour identifier quels sont les besoins, qu'est-ce qu'on peut arrêter, mais pas que digitaux. Donc, quels sont les vrais besoins pour le transformer. Et d'ailleurs, les ateliers, parce que les juristes ne sont pas les premiers transformés, il faut avoir quelqu'un de l'extérieur pour mener ça, pour identifier, parce que très souvent, les juristes ont tendance à répondre à leurs besoins primaires, c'est-à-dire je veux faire la même chose, mais juste plus rapidement. Et il faut profiter de ces ateliers pour voir quels sont leurs vrais besoins, pour gratter un peu et pour qu'ils réfléchissent à savoir quel est le besoin pour le métier, pour mieux livrer leur savoir-faire. D'accord. Et alors, en termes de technologie ou d'outils, ça s'est traduit comment? Parce que, par exemple, je sais que chez Natixis, vous produisez énormément de contrats, vous avez beaucoup de données. Est-ce que en termes de technologie, vous avez vu un intérêt à aller vers l'intelligence artificielle ou la blockchain, qui sont un peu les technologies dont tout le monde parle? Oui, bien évidemment, la direction juridique utilise blockchain tous les jours. Alors non, je plaisante. Donc effectivement, on se retrouve avec... il y a beaucoup de nouvelles technologies, mais il faut rester un peu raisonnable sur la manière dont on peut les aborder. Alors, blockchain est évidemment utilisé par les entreprises sur un certain nombre de sujets, mais c'est dans un cadre complètement métier.
business, si on peut dire. C'est pas dans un cadre dans le cadre de la fonction juridique. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'on voit pas mal d'outils se développer dont quelques-uns, très peu nombreux, utilisent de l'intelligence artificielle, mais pas des niveaux profonds d'intelligence artificielle, des niveaux assez superficiels d'intelligence artificielle, mais la plupart d'entre eux n'utilisent pas du tout. On n'est pas à une maturité de la technologie en matière d'intelligence artificielle suffisante pour pouvoir faire des choses comme certains imaginent ou fantasment sur la justice prédictive ou l'analyse des contrats. Même l'identification des datas est quelque chose qui est loin d'être facile. Pour vous donner un exemple, on parle beaucoup de justice prédictive aux États-Unis. Alors c'est vrai qu'ils arrivent avec des taux d'accuracy à peu près de 70%, mais il faut quand même avoir en tête que cette justice prédictive ne s'intéresse pas au fond du droit. C'est une justice prédictive exclusivement statistique, c'est-à-dire qui va analyser qui est l'avocat, qui est le juge, où ça se passe, par rapport à la matière évidemment, mais sur des éléments statistiques. Et donc, appliqué en France, on voit que on n'y est pas encore, quoi. Et donc, et on peut se demander où est l'intelligence artificielle dans cette justice dite prédictive. En revanche, là où je pense qu'on a beaucoup de choses à faire et qu'on peut énormément progresser dans les fonctions juridiques, c'est sur les process, en fait. C'est là qu'on a des outils qui peuvent nous aider à faciliter le travail du juriste, éviter des choses qui soient répétitives. Donc sécuriser aussi, par exemple sur l'automatisation, quand on automatise la production contractuelle, il y a un aspect sécurisation sur le fait qu'on est bien en train d'utiliser le bon modèle et pas un modèle qui a pu dévier dans le temps et puis on ne sait plus exactement où on en est. Donc on voit que tous ces outils apportent énormément d'avantages, facilitent le métier et puis réduisent les risques opérationnels. Mais par contre, l'intelligence artificielle, moi je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Dès qu'on parle de toute façon de sémantique appliquée, donc l'intelligence artificielle appliquée à la sémantique, on en est loin encore. Et chez Total, Eric O'Neill, une grosse direction juridique, quels sont les outils que vous avez déployés qui rendent vos juristes plus performants, plus efficaces? On a Total est grand et Total est très divers. Donc on a beaucoup d'outils. Et comme Natixis, on a commencé avec des outils différents pour stocker des contrats, pour traiter les marques, etc. Ce sont des outils unifonctionnels. Il y a quelques années, on a lancé un outil pour la gestion des dossiers. Qui couvre tout le groupe, donc au moins au siège et puis aux États-Unis en quelques filiales. L'idée, c'est que tous les juristes de toutes les branches mettent leur dossier. Cette idée d'avoir un outil de gestion de dossier devrait permettre de créer une sorte de fondation qui nous permettra de partager les dossiers, partager le savoir-faire, mais aussi de construire d'autres outils à partir de là pour l'automatisation de contrats, des services aussi pour vérifier les factures, parce qu'il y a un élément de e-billing dedans. Et il y a de plus en plus maintenant des services où un tiers impose, on va dire, une discipline aux avocats. Pour ne pas facturer ce qu'il ne fallait pas facturer. Et ainsi de suite pour faciliter le quotidien des juristes. Alors, ce qui est compliqué là-dedans, c'est d'abord, pareil, connaître les besoins. Est-ce que c'est top-down ou bottom-up ou est-ce que ça répond vraiment aux besoins des juristes?
c'est pas toujours certain. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à réfléchir, parce que pour revenir à la première question, comment on fait durer, c'est toujours réfléchir, toujours être prêt à modifier et aussi faire des pilotes. On fait des pilotes d'automatisation de contrats avec un peu d'intelligence artificielle sans le fantasmer sur ses capacités. Et là, l'enjeu sera que tout se parle pour que pour le juriste ce soit vraiment utile et qu'il n'y a pas une multitude d'outils. Il faut qu'il se gratte la tête. Qu'est-ce que je fais maintenant maintenant, je veux faire ça et là, c'est pour lui et donc je le fais là-bas. Il faut que ce soit vraiment fluide, vraiment transparent, invisible pour le juriste. Et ça, c'est un enjeu parce qu'il n'y a pas un outil qui fait tout. Oui, bien sûr. Et alors, Christian, par rapport à donc cet environnement qui se transforme et qui se digitalise, aujourd'hui, les compétences, les nouvelles compétences que les juristes doivent absolument assimiler ou maîtriser, pour vous, ce serait quoi ? Alors, au regard de ces nouvelles technologies, moi, je distingue deux choses. C'est le numérique appliqué au droit et le droit appliqué au numérique. En ce qui concerne le droit appliqué au numérique, la question est de savoir quelles compétences on doit développer par rapport à ces nouvelles technologies. Et je pense que je pense par exemple aux crypto-monnaies, la blockchain et toutes les nouvelles technologies qui peuvent émerger avec les problématiques qu'on connaît particulièrement relatives aux données personnelles. Donc ça demande des nouvelles compétences. Et ce n'est pas facile nécessairement de l'acquérir sur des juristes qui sont déjà en poste et qui, par exemple, se sont trouvés un jour face à une blockchain. Qu'est-ce que je fais ? Quelles sont les problématiques qui peuvent se poser ? Après, il y a le numérique appliqué au droit. Donc c'est la façon dont on aborde la digitalisation et les compétences que les juristes doivent avoir pour aborder cette digitalisation. Et là, je distinguerai globalement 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que les juristes acquièrent une meilleure maîtrise des outils bureautiques ou des outils de communication que l'on voit se développer de plus en plus, que ce soit Skype, Yammer, Teams, Slack, etc. Alors, par certains d'entre eux, les plus jeunes les utilisent dans un cadre plus privé. Ils sont tous parfaitement connaisseurs d'Insta et de Facebook, selon l'âge. Mais quand on arrive à l'outil bureautique de base, on sent qu'il y a quand même une marge de progression à faire. Et je pense notamment à un outil qui est PowerPoint, que les juristes utilisent souvent très mal. Et pourtant, c'est un énorme support de communication, sans parler des nouvelles techno, enfin des nouvelles approches comme le legal design, mais rien que PowerPoint, ce serait bien. Après, il y a les outils métiers. Alors, les outils métiers, c'est les legal tech, c'est les regtech. Et c'est vrai que quand on ne maîtrise pas des bases parfois d'utilisation, il ne s'agit pas d'être un ingénieur informatique, mais juste les bases d'utilisation d'outils d'ordinateur. Il y a parfois une approche compliquée vis-à-vis de ces outils métiers, et évidemment beaucoup de résistance, puisque cette peur face à l'outil engendre pas mal de résistance. Et c'est pour ça que la transformation, la conduite du changement est un élément important pour pousser les collaborateurs vers l'utilisation de ces outils. Après, le troisième niveau, et c'est une question qu'on entend souvent, est-ce que les juristes doivent devenir codeurs ? Moi, je pense que j'aime bien que mes juristes soient compétents en matière juridique, que ce soit des experts dans leur spécialité. Et puis, si j'ai besoin de quelqu'un pour aller coder, j'irai voir plutôt le service informatique. Donc, c'est pas un besoin immédiat en tout cas, mais je pense que comme à un certain moment, on nous a dit si vous ne parlez pas une langue, voire 2, voire 3, si vous n'êtes pas en même temps que juriste diplômé de HEC ou de SEC, vous n'aurez pas, vous aurez du mal à faire votre carrière. Je pense que d'être codeur, ce sera une deuxième langue qui pourra être utile dans certains cas. Et donc, ça permettra d'avoir des gens qui soient des interlocuteurs à la fois des juristes connaissant le droit
et des informaticiens connaissant l'informatique pour pouvoir faciliter le déploiement de ces outils au sein des entreprises et mieux les utiliser. Et notamment quand on arrivera à des outils dits d'intelligence artificielle, je mets ça entre guillemets, ça permettra d'évaluer les biais de ces intelligences artificielles et d'être en mesure de challenger les résultats qui peuvent être qui résultent de l'utilisation des outils digitaux. Merci. Donc effectivement, on comprend bien la nécessité de maîtriser les outils informatiques, les outils métiers, peut-être un peu demain le code. Est-ce que, là c'est une question que je voulais poser à Audrey, vous êtes évidemment en contact avec beaucoup de directions juridiques. Est-ce que vous pensez que la digitalisation change aussi les soft skills ou le savoir-être attendu des juristes au quotidien ? Oui, je pense que ça change, mais dans une certaine mesure. Déjà, je voudrais répondre aux juristes codeurs. Je suis totalement d'accord. Je ne pense pas qu'on va arriver aux juristes codeurs un jour. Alors peut-être dans 20 ans, on en reparlera, mais en tout cas aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le sujet. Là, j'ai un exemple à donner très précis. C'est quand on me demande, un directeur juridique me demande de chercher un juriste en NTIC, il est vrai que c'est fortement apprécié si la personne a une forte appétence, c'est même plus que conseillé, pour les nouvelles technologies. Et là, alors, je n'ai pas fait exprès, mais cette semaine, j'ai présenté 2 profils à un de mes clients qui est un grand groupe industriel dans les nouvelles technologies. Et le fait très amusant, j'en ai un qui en fait était auparavant développeur informatique et s'est formé au droit. C'est la première fois que j'en rencontre un, très honnêtement. Donc j'étais assez surprise et ça m'intéressait beaucoup vu qu'aujourd'hui je suis avec vous pour en parler. Et un deuxième profil pour le même poste, où là c'est le contraire. J'ai un juriste classique, entre guillemets, qui a fait 5 ans de droit minimum et qui s'est formé en fait au développement informatique parce qu'il adore ça. Il a créé même un logiciel pour faire son CV. Donc il m'a expliqué tout ça, donc c'était très amusant. Et là, donc on est face à 2 profils qui sont extrêmement passionnés par le développement informatique, qui ont fait soit leur métier auparavant, soit en tout cas qui ont une forte appétence. Donc là, ce sont 2 cas un petit peu particuliers que je rencontre rarement, mais il se trouve que ça tombe très très bien puisque la recherche de mon client fait qu'il faut absolument quelqu'un qui ait une forte appétence pour le digital. Mais au-delà de ça, je pense que pour un juriste M&A, un juriste corporate, financement, je ne pense pas que le développement informatique soit vraiment une plus-value demandée, et ce n'est pas ce qu'on me demande, en tout cas quand on me demande de rechercher de tels profils. Quand c'est pour une start-up, c'est un petit peu différent aussi, parce qu'il faut plus qu'une forte appétence. Là, j'ai eu récemment un poste de responsable juridique, pas corporate justement, mais généraliste pour une start-up. Voilà, on ne m'a pas demandé non plus un diplôme informatique, mais il fallait absolument quelqu'un qui avait une forte appétence pour comprendre aussi les enjeux de la société, pour comprendre tout ce phénomène de digitalisation, tous ces outils. Et forcément, ça a été une compétence que moi, j'ai dû aller chercher chez mes candidats pour essayer de comprendre si, au-delà du diplôme, au-delà du quotidien, la personne allait être capable de comprendre les enjeux du business et les enjeux de l'entreprise. Ce qui m'amène à répondre aussi précisément à votre question sur les soft skills. Je pense que la digitalisation, elle est déjà en train de le faire et elle va de plus en plus demander que nous, recruteurs, on fasse attention aux soft skills, ce qui est déjà le cas, mais on nous demande de plus en plus justement de faire attention à ça. C'est-à-dire que il y a tous ces outils qu'il va falloir savoir utiliser. Et en plus de ça, au-delà de regarder que la formation, uniquement les compétences techniques qui forcément sont un prérequis, il va falloir faire attention de plus en plus aux soft skills, à la capacité de la personne à travailler en mode projet. C'était déjà le cas auparavant, mais en tout cas je l'observe de plus en plus dans les briefings des clients qui me demandent de recruter. On me demande des personnes capables de travailler avec l'informatique, de travailler avec les opérationnels, avec des techniciens très pointus. Et l'idée n'est pas de comprendre, de savoir faire comme eux, mais vraiment de comprendre leurs enjeux, d'être curieux pour aller chercher vraiment l'information et aller au-devant de leurs demandes. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on me demande au quotidien, c'est d'aller essayer de déceler toutes ces soft skills qui sont hyper importantes, je pense, aujourd'hui. Et c'est même dans les process de recrutement. Là, j'ai 2 process en cours où j'ai le DSI qui a été
vraiment très acteur en fait, dans le process de recrutement. Il a été même décisionnaire, c'est-à-dire que les candidats ont rencontré le DSI et il avait non pas juste un pouvoir consultatif dans le cadre du recrutement, mais il fallait absolument que le candidat qui allait être choisi soit validé aussi par le directeur informatique pour qu'on soit sûr en fait, que le juriste puisse comprendre les enjeux et pas juste avoir un bon relationnel, mais vraiment avoir ces soft skills qu'on demande de plus en plus. Voilà. Et c'est le cas aussi en termes de rattachement. On a de plus en plus de juristes qui sont détachés en interne au sein des équipes opérationnelles, donc aux achats par exemple, mais ça peut être le cas dans les SI ou même parfois des détachements au marketing, des choses voilà, très très opérationnelles. En tout cas, c'est ce qu'on demande. Et juste une dernière chose sur la digitalisation. Allez-y. Je pense justement que, ça vous l'avez déjà très bien dit, c'est que je ne pense pas que le juriste va avoir moins de plus-value, mais bien au contraire, que les juristes, en fait, grâce à tous ces outils que vous avez au sein de vos directions juridiques, les juristes vont vraiment pouvoir avoir plus de plus-value et s'intéresser à des choses encore plus intéressantes pour eux, enfin pour vous, du coup. Et donc, moins de tâches répétitives. Et justement, ça va créer des opportunités pour les juristes de se développer, de travailler encore plus en amont et même d'être acteurs, en fait, dans la création de ces outils en interne, comme ça a été le cas, je pense, pour l'équipe de Christian. D'accord, donc en fait, on vous demande aujourd'hui d'aller chercher des gens curieux, adaptables, qui soient capables de sortir de leur zone de confort et de ne pas travailler en silo, en synthèse. C'est ça les demandes de vos clients aujourd'hui? On me le demandait déjà il y a 10 ans, mais là, c'est un prérequis vraiment à chaque fois. C'est-à-dire qu'on me le répète à multiples reprises pour le coup, et on me demande vraiment mon retour sur ces aspects soft skills, encore plus qu'auparavant, oui. Et vous, Eric, pour les juristes de Total, vous percevez aussi que c'est une soft skill, ce savoir-être est devenu quelque chose de critique. Ça change la façon de travailler des juristes chez vous? Moi, je dirais que je pense que c'est une bonne nouvelle que les clients d'Audrey commencent à demander cette adaptabilité et cette proximité aux affaires. Parce que ça montre que les employeurs, les sociétés commencent à comprendre la vraie valeur d'un juriste. La vraie valeur d'un juriste interne, c'est de pouvoir comprendre. Et quelque part, c'est pas nouveau. Un bon juriste, il y a 15 ans, 20 ans, était un juriste qui comprenait son client. Et c'est que maintenant qu'on met ça en avant. On le met beaucoup plus effectivement en avant. On ne cherche pas des juristes qui sont dans leur bureau, qui attendent d'être consultés. Ils sont là, ils vont chercher le client, enfin le client ou le collègue. Parfois je dis non, ce pas des clients, ce sont des collègues. Nous avons notre mot à dire, pareil que la finance ou les opérationnels, tout en restant dans notre domaine. Du coup, moi, je préfère le terme compétences parallèles que soft skills, parce que comprendre son milieu, savoir négocier, les gestions de projet, avoir des connaissances techniques, ce ne sont pas des soft skills, c'est très dur comme compétences. On a besoin de ça pour évoluer. Et le digital vient en plus de ça. C'est-à-dire que si on a les compétences, comment dire, quand on est à l'aise dans ce milieu, on peut mieux profiter des outils digitaux justement pour changer le process. Parce qu'il faut qu'on réfléchisse à encore une fois, quel est notre objectif. Notre objectif, ce n'est pas de produire un contrat. Notre objectif, c'est de donner un cadre juridique sûr qui permet aux sociétés de faire des bénéfices. Donc, ça, c'est plus large que ce qu'on avait avant, le côté juste textuel. Et là, la facilité dans le contexte digital va, comme Christian disait, rien que le bureaucratique. J'ai lu hier un article où 99% des avocats, c'était externe, utilisaient Word. Donc ils dépendaient de Word. Mais il n'y a que 40% qui savent l'utiliser.
Il y a beaucoup d'outils, de facilités, rien que dans Word, qui peuvent nous faire gagner du temps, et on l'utilise comme une machine à écrire. Donc déjà, si on peut mettre nos juristes à l'aise dans cet environnement, ils auront peut-être la curiosité, parce que c'est aussi une question de curiosité, d'aller chercher et de dire, ah bah tiens, comment je peux utiliser ça. Et souvent, comme pour toute invention, on adopte un outil pour un besoin, mais en fait, on découvre que c'est beaucoup plus utile pour un autre besoin. Donc, toutes ces compétences, on doit l'évoluer, on doit effectivement s'assurer que les jeunes les aient et les encourager à avoir cette adaptabilité pour éventuellement faire du reverse mentoring, c'est-à-dire que les anciens, vous faites pareil. Professeur Défense, je vous propose peut-être de conclure cette séquence sur les nouvelles compétences. On voit en écoutant Eric, Christian et Audrey que aujourd'hui, le juriste d'aujourd'hui, il bénéficie de nouveaux outils qui lui simplifient la vie. Il doit aussi développer de nouvelles compétences parallèles, être curieux, agile, adaptable. On voit un peu se dessiner en creux ce fameux juriste augmenté dont tout le monde parle, qui est une expression assez à la mode en ce moment. Vous, quelle est votre vision là-dessus? Est-ce que vous pensez que le juriste augmenté devra faire mieux, plus avec moins? Comment vous voyez l'apport du juriste du futur? Merci beaucoup. Je crois que M. O'Donnell vient de nous donner la réponse. J'aime bien cette idée que finalement le juriste augmenté, ce serait celui qui serait à l'aise dans ce nouvel environnement. Je pense que ça résume parfaitement le sens de la réflexion que nous devons mener collectivement. On est confronté aujourd'hui à ce que j'appelle dans mon langage économiste une innovation significative, que ce soit de procédés, de produits. L'innovation, c'est quand on introduit dans l'entreprise, dans l'activité, ces changements, ces ruptures. Je crois qu'un des soucis majeurs que nous avons aujourd'hui, et que rencontrent particulièrement les juristes qui se sentent assez largement démunis, je ne veux pas anticiper sur la discussion qui suivra sur la formation, puisque c'est effectivement la clé de notre réflexion collective aujourd'hui, c'est de comprendre qu'il faut garder la main. Je pense que le problème aujourd'hui n'est pas du tout avec l'outil, il est vraiment avec les utilisateurs, avec ceux qui doivent s'approprier ces nouveaux outils. On sait, on a quand même pas mal d'acquis en matière d'expérimentation. On sait qu'une tendance naturelle de l'humain, par exemple les pilotes d'avion, c'est de penser que la technologie fera mieux qu'eux pour faire atterrir les avions, dans la mesure où il y a beaucoup plus de données, beaucoup plus de paramètres que la machine est capable de maîtriser. Ça, on l'a testé. On a testé, alors je n'ai pas un temps énorme, mais des choses tout à fait passionnantes quand on accompagne le processus de décision d'une forme d'automatisation, on se rend compte qu'il y a des phénomènes de déresponsabilisation, on se dédouane, on se sent moins responsable de ce que l'on fait quand on est accompagné par un certain nombre d'outils. Alors ces travaux nous interpellent. Ils nous interpellent dans un sens assez simple, c'est qu'à mon avis, on ne doit pas se résigner. Il n'y a pas de fatalité à ça. Il y a très peu, je vais faire un petit parallèle, je vais sortir du monde du droit, il y a très peu de domaines dans lesquels on n'a pas le temps de la réflexion. Je pense que le seul vrai domaine où les enjeux sont considérables en matière de transformation numérique et d'intelligence artificielle, c'est la voiture autonome. Pourquoi ? Parce que quand vous allez mettre des voitures autonomes sur la route, il faut que la décision soit prise instantanément. Vous n'avez pas le temps de réfléchir. Il faut que tout soit intégré dans le protocole qui permet de mettre la voiture en circulation. Je pense que dans le monde du droit, on n'a pas ce genre de contraintes. On a quand même le temps de réfléchir. Quand on a des solutions, quand on a des outils qui proposent éventuellement des solutions, des aides à la décision, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur la justice prédictive, ce qu'il faut, c'est être capable de porter un regard critique, de porter un jugement sur ce que le numérique est capable de nous apporter comme aide. La responsabilité doit toujours appartenir, in fine,
à celui qui décide. Et de ce point de vue-là, moi je dédramatise systématiquement le sujet en disant que le juriste, c'est lui qui a la main. Il n'y a pas de danger particulier par rapport à cette transformation à laquelle, bien entendu, le droit, comme beaucoup d'autres secteurs, sont confrontés aujourd'hui. Alors, de ce point de vue-là, je dirais que le juriste augmenté, c'est le juriste libéré, c'est celui qui est capable de s'approprier ces outils, capable de garder, en définitive, la main sur le processus de décision. Juste par rapport aux termes qu'on utilise, je pense que il y a un biais. Alors, pour le coup, c'est pas l'algorithme, le biais, c'est un biais dans la manière dont on aborde aujourd'hui la transformation numérique. Le biais, il nous vient clairement d'un environnement particulier, un environnement juridique notamment, qui est celui de la common law nord-américaine, où tout est vu, tout est centré sur l'automatisation, l'automation des process. C'est l'obsession, on parlait tout à l'heure des contrats, on va chercher à tout automatiser. Je pense que quelque part, l'avenir, ce n'est pas l'automatisation dans tous les sens, tous azimuts, et certainement pas dans le domaine du droit, c'est l'hybridation. Le terme n'a pas été proposé, mais je pense que c'est exactement ce qui était évoqué il y a quelques instants à travers cette idée, j'ai noté, de compétences parallèles. C'est l'hybridation, c'est de mettre en commun des compétences qui sont des compétences différentes, celles de l'outil d'un côté et celles de l'humain de l'autre. J'ai entendu, alors c'est pas une boutade parce que j'ai entendu ça dans différentes manifestations, que quelque part le quotient émotionnel devrait finir par l'emporter sur le quotient intellectuel. Bon, vous comprenez l'image que ça représente. Bon, je pense qu'il faut être complètement réaliste, comprendre qu'effectivement on a besoin aujourd'hui de profils relativement plus ouverts dans le monde du droit, mais en aucune manière ce type d'évolution n'est ni réellement envisagé, ni réellement souhaitable. Ça me semble tout à fait clair de ce point de vue-là. L'objectif reste de s'approprier des outils pour créer de la valeur, pour que le juriste prenne pleinement sa place dans le processus de décision, et notamment dans le monde de l'entreprise, ce qui est, me semble-t-il, la priorité de la plupart des personnes ici présentes. Professeur, je propose qu'on continue avec vous, parce que donc aujourd'hui, dans ce nouvel environnement digitalisé, face à ces nouvelles compétences qu'il faut acquérir ou assimiler, développer, ça pose évidemment, naturellement, la question de la formation et comment la formation des juristes s'adapte, que ce soit la formation des étudiants à l'université et la formation continue des juristes entrés dans la vie active. Et vous êtes un précurseur dans ce domaine, puisque vous avez lancé assez récemment, je crois, à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, le diplôme universitaire Transformation digitale du droit et Legal Tech. Alors, quel est l'objectif de cette formation et elle s'adresse à qui? Alors effectivement, bon, vous me dites ça fait pas longtemps, j'ai l'impression que c'était il y a très longtemps déjà, puisqu'on reçoit les candidatures pour la 3e promotion. Donc, dans le domaine qui nous préoccupe, c'est déjà du très long terme. Alors, je peux même vous annoncer avec une exclusivité une petite évolution, c'est qu'on a pris l'initiative il y a quelques jours d'essayer de créer une association de toutes les formations dans les universités françaises qui partagent avec nous la volonté d'accompagner la formation des juristes, que ce soit en formation initiale. Donc là, je pense à des étudiants en fin de cycle qui sont sur le point de rentrer sur le marché du travail avec un projet professionnel qui intègre justement ce type de préoccupation de s'adapter à la transformation numérique, d'une part, et d'autre part, de faire de la formation continue. Donc cette formation, nous l'avons lancée, alors il n'est pas là, mais mon acolyte Stéphane Baller, que j'imagine certains d'entre vous connaissent bien, qui est co-directeur de la formation. On a lancé ça tous les deux. L'anecdote, c'est qu'on l'a créé parce qu'on travaillait déjà ensemble. Moi, ça fait 10 ans que je dirige à Paris 2 un programme
interdisciplinaire. Je suis économiste, vous l'avez compris, je forme des juristes, mais je forme des juristes au raisonnement économique, à l'analyse économique, à la théorie des jeux. On peut difficilement aujourd'hui faire... je siège à la commission d'examen des pratiques commerciales, je siège à la commission nationale consultative des droits de l'homme. Je pense que l'économie, on en a besoin dans beaucoup de domaines et qu'il est absolument nécessaire d'apporter justement ce type de dialogue interdisciplinaire. Alors pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce qu'on avait créé un premier séminaire qui était un séminaire de marché du droit, de comprendre quels sont les enjeux économique de l'évolution du marché du droit, d'être capable d'avoir une cartographie de ce marché-là. Dites-vous qu'aujourd'hui, vous avez en comptabilité nationale un secteur de la santé, un secteur du sport. Vous êtes capable de donner une information sur les grandes caractéristiques économiques de ce secteur. Quand vous cherchez le domaine du droit, posez-vous la question, ça n'existe pas. C'est quand même assez paradoxal d'être dans un grand pays où le droit doit contribuer à la fois à la cohésion sociale, au contrat social, à la croissance économique. C'est un discours qu'on entend de plus en plus et pourtant on n'est pas vraiment capable de se dire mais quelle est la contribution de cette industrie du droit à la croissance économique. Donc on a décidé de travailler là-dessus et très rapidement, il y a 3-4 ans, on s'est rendu compte que effectivement l'univers du droit devrait, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, être capable d'intégrer de nouvelles notions, et notamment la notion d'innovation, la notion de changement. C'est quand même pas effectivement la caractéristique première. Alors, on fait du droit de l'innovation, mais introduire l'innovation dans l'activité juridique, c'est une autre question. Et donc on a décidé de créer cette formation, c'est un DU. On a le projet d'en faire à terme un master. Bon, la différence entre un master et un DU, c'est que le DU doit être autofinancé, là où le master bénéficie bien entendu d'une reconnaissance nationale et donc des moyens qui vont avec. Donc c'est un DU pour l'instant. Un DU ouvert à deux types de profils. À la fois, je le disais, des étudiants en formation initiale, mais en fin de cycle. Nous ne sommes pas une formation qui vise simplement à donner une culture numérique aux juristes. On n'est pas dans cette optique-là. On est véritablement, l'intitulé précis, c'est Transformation numérique et Legal Tech. On est sur un projet d'accompagner des jeunes gens dont le projet professionnel est d'aller travailler dans le secteur des legal tech au sens large. Legal tech qui peuvent être des structures créées ex nihilo pour développer des solutions. L'actualité auto-plateforme de résolution des litiges depuis la loi justice de la semaine dernière, par exemple. Mais c'est aussi de faire de l'insourcing, c'est ceux qui vont, en tant que cabinet ou en tant que direction juridique, décider d'introduire de nouveaux outils dans leur stratégie, à condition, comme on le disait tout à l'heure, là aussi, que ça ait du sens, que ça ait une valeur pour le cabinet ou pour l'entreprise considérée. Donc on forme ces jeunes gens. Alors je vais vous expliquer dans un instant de quelle manière on les forme, mais on accueille aussi notre objectif, c'est d'être à peu près 50-50, des directeurs juridiques, des avocats, des notaires. On a déjà eu tous ces profils-là qui nous ont rejoints. L'objectif, c'est d'atteindre un équilibre. On est également ouvert en termes de profil à des informaticiens, à des codeurs, s'ils ont précisément eux-mêmes, on l'évoquait, envie d'ouvrir le dialogue avec les juristes de la formation. Soyons clairs, pour l'instant, c'est pas la majorité, c'est pas le profil qui nous rejoint. Il faut dire qu'on est une université juridique, donc assez logiquement, c'est plutôt les juristes qui viennent taper à la porte de la formation. Mais voilà, on est ouvert à ce type de profil. Donc la formation, qu'est-ce qu'on y enseigne ? On continue à enseigner du droit, on forme des juristes en priorité, donc là je ne vais pas insister, on essaye de leur apporter ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité d'avoir une maîtrise, une compréhension suffisante des enjeux pour éviter les accidents industriels. Faire du numérique pour le plaisir de faire du numérique, on voit où ça peut mener parfois. Donc trouver le sens, l'utilité individuelle ou l'utilité sociale de la transformation numérique, il faut être capable de comprendre ces enjeux-là. Alors,
la grosse question qui était posée tout à l'heure, c'est est-ce qu'on doit leur apprendre à coder? Quand on a monté ça, j'avais enseigné un peu en Angleterre, en Allemagne, où il y a des formations qui n'ont pas eu peur de faire du codage pour les juristes. On s'est dit, on ne va pas y aller, et on a été surpris parce qu'on a eu des profils qui nous ont rejoints, qui étaient partis à l'étranger, pour certains d'entre eux, apprendre à coder. On s'est retrouvé, une étudiante en particulier, Esprit, première promotion, elle maîtrisait Python, elle maîtrisait R, etc. Je m'y suis mis pour suivre quand même à peu près, mais elle était impressionnante. Elle avait fait un cursus de droit, elle était partie une année à Tel Aviv. L'année suivante, on en a un qui était parti en Californie, passer une année pour apprendre à coder. Bon, c'est pas la norme, mais ça prouve qu'il y a une demande. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est en train de discuter avec une école d'ingénieurs et on va proposer un module, non pas de codage, parce qu'on ne change pas notre stratégie, mais de maîtrise du langage associé au codage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de comprendre, à défaut d'être capable de coder soi-même, de comprendre suffisamment les enjeux qui sont associés à cette forme de logique, en dédramatisant le sujet. Je viens de parler de Python ou de R. Honnêtement, je parlais de voitures autonomes tout à l'heure. Les outils qu'on embarque dans l'univers du droit ne sont pas d'une sophistication extrême. Ce n'est pas la même chose de vouloir faire un peu d'intelligence artificielle en droit et de vouloir développer une voiture autonome. Ce n'est pas le même degré de difficulté auquel on est confronté. Donc notre prétention, c'est d'être capable de leur apporter ce type de connaissances, de comprendre l'écosystème. Ça, c'est l'autre volet. C'est véritablement de comprendre les dynamiques de marché, de comprendre les business models. Je vois Olivier Chaduteau parmi nous, sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Donc effectivement, je le remercie parce que c'est un de nos intervenants, de façon à ce que ce soit les jeunes ou les moins jeunes qui décident de participer à notre formation, qu'ils soient capables finalement d'avoir une vision d'ensemble, une vision cohérente de ce que représente aujourd'hui la transformation numérique, de comprendre quels sont les outils, de comprendre les besoins des acteurs. 75% des intervenants de notre formation sont des professionnels. Donc, pour vous rassurer, ce n'est pas des universitaires qui n'y connaissent finalement pas grand-chose au terrain, qui viennent expliquer la stratégie. Nous, on est là pour essayer de prendre un petit peu de recul, mettre un peu de distance par rapport à tout ça. Chacun son rôle, mais on a la chance d'avoir effectivement de nombreux partenaires, entreprises, cabinets, legal tech, qui participent à cette aventure et qui apportent, je pense, un éclairage satisfaisant, puisque je ne vais pas vous donner les effectifs de candidats pour la 3e année, mais on ne peut pas satisfaire la demande. C'est pour ça qu'on encourage vivement les autres universités à développer des solutions, parce que nous on est capable d'absorber 25 étudiants dans un DU comme celui-là. Inutile de vous dire que la demande elle est nettement supérieure aux 25 places que nous avons. Donc voilà, c'est un projet magnifique en ce qui me concerne, que ce soit dans l'interaction avec les étudiants. C'est pas un plaidoyer que je veux faire, mais voilà, il faut que le monde du droit ne s'inquiète absolument pas de cette évolution-là, qu'il se l'approprie. Et quand je vois comment ces jeunes gens sont capables effectivement de rentrer dans ces logiques-là, c'est quand même plutôt rassurant et porteur d'avenir. Merci. Et donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a d'autres universités qui vont se lancer dans des formations similaires ou... Alors, il y a 2 phénomènes en ce moment. Les formations DU ou master en droit du numérique, ça existe depuis bien longtemps. Alors, il y a une petite évolution, c'est-à-dire qu'on voit des formations spécialisées dans le numérique et évoluer. C'est-à-dire, plutôt que de faire du droit du numérique stricto sensu, elles commencent à intégrer cette dimension. C'est comment le numérique peut être mis au service de ce que vous évoquiez, la création de valeur, le travail du juriste, etc. Donc c'est une évolution perceptible aujourd'hui qui prend un petit peu de temps parce que là aussi, les business models universitaires, faut qu'ils apprennent à évoluer. Et puis les créations comme la nôtre, j'ai presque une vision exhaustive du marché français. Je pense que
ce qu'on a créé, l'année prochaine, à la rentrée, on devrait en avoir 5 sur le territoire français. Donc il y en avait 0 il y a 2 ans et demi. On a été les premiers. Bon, voilà, Paris 1 a développé un projet. Bon, Nîmes est en train d'en développer un. Je sais qu'à Lille, il y a un projet aussi. Donc voilà, c'est en train de sortir, même si je pense que le rythme... ce qui est le seul bémol, c'est que je pense que nous, on est là à la sortie, au niveau master, pour aider les étudiants. Ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est à la rentrée, pour les formations initiales, c'est dès la première année, de leur apporter ce type d'éclairage. Bon, je dirais que là, c'est le gros du travail reste à faire à ce niveau-là. Bon, on en discute dans nos universités, mais c'est plus difficile à mettre en œuvre. Vous imaginez bien, à SAS, quand vous avez 1500 étudiants en première année, c'est quand même pas forcément simple de mettre en place des formations adaptées pour comprendre ces enjeux-là. Merci. Et alors, Audrey, vous, côté recrutement, qu'est-ce que ce mouvement de digitalisation des directions juridiques change ? Est-ce qu'on vous demande de rechercher des profils différents ? Comment... Je crois qu'on a déjà tous un peu répondu à la question, mais c'est vrai que c'est soit compétences parallèles, comme le disait Eric, soit soft skills. Du coup, mais c'est ça qui va être de plus en plus... qui va faire la différence en fait selon les profils. C'est une bonne nouvelle en effet si les formations vont être de plus en plus développées, et ça je pense que c'est très très bien. Par contre, comme vous le disiez, il n'y a pas assez de place pour accueillir tout le monde. Donc il est vrai que les juristes qui s'y intéressent et qui veulent évoluer dans ce sens-là vont devoir soit se former eux-mêmes, soit en tout cas lire beaucoup de choses, rencontrer beaucoup de gens pour justement être au niveau en fait, de ce que demandent les sociétés. Alors encore une fois, les sociétés ne demandent pas des profils capables de développer des outils, mais en tout cas capables d'être acteurs dans le développement d'outils et en tout cas de s'y intéresser. Donc c'est vrai que chaque société est à un niveau différent de transformation digitale, et je veux dire que moi, mon travail va s'adapter en fait selon la société et selon le niveau d'évolution dans la transformation digitale. C'est-à-dire que si j'ai une société cliente qui en fait est aux prémices de la transformation digitale, il est vrai que je vais faire peut-être un peu moins attention à l'appétence pour les aspects digitaux. Par contre, face à ça, si j'ai déjà une société, un client qui utilise un chatbot, qui utilise une plateforme collaborative, il va falloir quelqu'un qui va être au taquet entre guillemets pour justement savoir prendre les devants et savoir en fait utiliser ces outils-là. Et ça, je vais vraiment faire attention à ce genre de choses. Et c'est plus une réflexion globale, mais c'est valable pour le digital et aussi pour les soft skills ou compétences parallèles. Et j'aime beaucoup ce terme de compétences parallèles aussi. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup plus qu'auparavant, en tout cas je le vois au quotidien, mes clients en fait vont beaucoup plus faire attention, pas seulement à la compétence technique, parce que je vous rassure, je ne recrute pas des candidats pas très bons, on va dire. Du coup, c'est vraiment le prérequis, c'est qu'ils soient quand même bons sur la compétence technique. Mais on va me demander de plus en plus d'être un peu plus imaginative, soit face aux outils digitaux, soit face justement à être force de proposition, par exemple, par rapport à des projets internes, savoir travailler en transverse, en mode projet. Et ça paraît évident, mais en fait, quand j'ai parfois deux profils avec le profil parfait à 100% qui correspond parfaitement au niveau compétences techniques, très souvent maintenant, ce qui était moins le cas auparavant, j'ai des clients qui vont être plus ouverts. Et quand je leur dis, voilà, ce candidat-là ne coche pas toutes les cases, il va devoir se former, être curieux, parce qu'il va lui manquer un quart de ce que vous demandez. Par contre, dans sa précédente expérience, il a pu participer à la mise en place d'un outil digital, parce qu'il a justement participé à un projet transverse. C'est ça qui fera la différence, et c'est ça en fait qui permettra à ce candidat-là d'avoir une plus-value pour les sociétés. Donc vous voyez peut-être un peu moins de plug and play, parce que souvent les directions juridiques avaient la tendance pour leur recrutement à vouloir des profils parfaitement adaptables. Vous sentez une évolution là-dessus sur les demandes de vos clients ? C'est encore le cas, c'est-à-dire que j'ai encore des clients qui ne m'écoutent pas toujours. J'en suis désolée, ça me déçoit un petit peu, mais c'est de moins en moins. Il y en a qui m'écoutent de plus en plus et j'en suis ravie. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est aussi
une capacité, je pense, pour l'entreprise à fidéliser davantage. C'est-à-dire que si on a un profil qui ne correspond pas à 100%, mais il lui manque ce quart, on va dire, de compétences techniques qu'il pourra acquérir justement grâce aux soft skills, cette personne a plus de chances de rester longtemps, parce qu'elle va mettre plus de temps à se former sur des choses qu'elle ne connaît pas que quelqu'un qui a fait exactement la même chose dans sa précédente expérience. Et je pense que c'est justement un pari parfois un peu osé, mais qui justement permet de fidéliser les gens et d'apporter un regard neuf au sein des équipes et de la société. Oui, juste une toute petite remarque, parce que ça me semble aller dans le sens de ce qu'on est en train d'évoquer. Les filières qui ont le plus de succès en droit aujourd'hui, et ce n'est pas par hasard qu'à Paris 2, on a multiplié les filières, on a droit et sciences, droit et histoire, droit et économie, attire plus d'étudiants que le silo classique droit pur. Il y a un phénomène assez intéressant que moi j'observe à l'université, qui traduit en fait la perception que peuvent avoir les étudiants aujourd'hui de la nécessité de ne pas être, vous savez, on parle souvent des logiques de silo. C'est de sortir de ces logiques-là, y compris dans le monde académique. Et la pire chose, et je pense qu'une des difficultés qu'on a aujourd'hui par rapport à la transformation numérique, c'est quand finalement on a des juristes les mieux formés du monde. On sait très bien que les juristes qui sortent de nos universités sont magnifiquement bien formés. Et puis de l'autre côté, on a des écoles d'ingénieurs extraordinaires. Donc on voit d'ailleurs que beaucoup de succès dans le domaine de la transformation numérique, c'est l'alliance entre de brillants juristes et de brillants ingénieurs, mathématiciens, qui arrivent à trouver une manière de dialoguer. Mais quelque part, c'est une mise en musique qu'il faut réussir à réaliser. Et je vois aujourd'hui que des filières qui vont aller sur le terrain de la philosophie, qui vont aller sur le terrain de l'économie. C'est une manière finalement de réunir un peu ces différents types de profils et de leur donner du sens. Parce que quand vous parlez de création de valeur, alors bon, certes, vous êtes expérimenté, vous êtes formé, vous avez appris l'intérêt des formes d'organisation et l'impact que ça peut avoir sur le modèle de business. Mais la réalité du monde dans lequel on vit, c'est que si on continue à former les juristes comme ils sont formés, combien de fois j'ai eu des cabinets d'avocats ou des directions juridiques venir me dire, mais bon, finalement, vous en tant qu'économiste, est-ce que vous n'avez pas des conseils à nous donner sur la manière d'organiser les choses, etc., pour diminuer les coûts? Bon, c'est un peu le réflexe qu'on a dès qu'on s'adresse à un économiste. Fondamentalement, je pense que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de la pluridisciplinarité. Il faut qu'on sorte du positivisme dans lequel on s'est enfermé. C'est le tournant du 19e au 20e siècle. La France est partie dans une logique purement positiviste qui a des mérites, mais qui a un gros défaut, c'est qu'elle nous enferme dans des logiques complètement qui nous isolent finalement des autres champs disciplinaires. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que par rapport à cette transformation, on a une absolue nécessité de mettre en contact des champs disciplinaires. On ne peut pas s'adapter, l'entreprise ne peut pas s'adapter aujourd'hui de manière cohérente à la réalité à laquelle elle est confrontée, sans avoir effectivement cette capacité à mettre en musique des compétences parallèles. Alors c'est vrai au niveau de l'individu, mais c'est vrai au niveau global. Et je pense que c'est une orientation, que là je reviens à la formation, que nous devons, une demande sociale exprimée par nos étudiants, à laquelle nous devons impérativement être capables de répondre. Ça, c'est évident. Oui, je dirais que cette transformation est en fait une reconnaissance que nous vivons dans un monde où le juridique est un peu, pour utiliser un terme, une métaphore qui revient, c'est un peu le lubrifiant de toute l'économie. Le droit n'est pas un sujet à part. Et dans nos sociétés, si les entreprises commencent à reconnaître cela, on reconnaît la valeur du juriste, c'est qu'on peut profiter de nos compétences techniques, en plus des compétences parallèles. Et puis, si on a d'autres compétences, les langues hautes, que ça va améliorer et fluidifier les activités. Parce que mieux qu'on navigue le monde de droit,
plus facile devrait être les affaires. Donc je pense que c'est, encore une fois, c'est pas nouveau, c'est juste qu'on on reconnaît ça. On n'a pas mal travaillé avant, c'est que juste c'est plus reconnu maintenant. D'accord. Alors on s'était fixé comme objectif en préparant cette table ronde de laisser du temps pour les questions de la salle et le partage des expériences de digitalisation. Donc si des personnes veulent poser des questions aux intervenants ou nous faire part des difficultés ou des succès des joueurs rencontrés dans la transformation de leurs équipes. Moi j'aurais une question pour M. Lenel et M. Lemire, c'est est-ce que vous avez des personnes dédiées à la gestion de vos outils dans votre équipe? 1, 2, 3 personnes Ouais, effectivement, c'est un vrai sujet. Bon, on est aidé évidemment par les services informatiques pour la mise en place des outils, mais on embauche des gens qui sont destinés à l'utilisation des outils. Et ça, c'est un vrai sujet d'implémentation parce que on nous dit, bon, bah, vous voulez un nouvel outil, ça va coûter tant, quel est le ROI? Alors le ROI, là on dit, bah, en plus il va falloir embaucher une personne pour pouvoir utiliser l'outil. Donc ça c'est compliqué. Alors il faut trouver des éléments de ROI liés à la qualité, la rigueur, enfin voilà, ce qui est beaucoup plus compliqué. On est dans le soft là du coup. Et sur le hard, c'est vrai que on recrute des gens. Je donnais l'exemple de Logix. Je ne sais pas si c'est un outil que vous connaissez. Il y a eu un concours Logix un peu comme Deep Blue, à savoir si la machine allait être supérieure aux juristes sur la lecture d'accords de confidentialité. Bon, vous verrez des articles si vous regardez sur Internet. C'est la machine évidemment qui a gagné. Mais bon, il faut voir qu'est-ce qu'on lui demandait exactement par rapport à ce que demandait aux humains. Et donc, pour utiliser cette machine, on a eu une personne, parce qu'on l'a développée à New York, on a embauché une personne pour l'utiliser. Et donc, ça a marché pendant 6 mois, parce que la personne a fait à peu près 120 contrats de confidentialité tous les mois. Et donc, c'était super bien. Mais au bout de 6 mois, la personne, bon, elle a dit, OK, ça va, je m'en vais. Et donc, elle est partie. Et on s'est retrouvé avec une machine qu'on ne savait pas utiliser. Donc on a embauché une nouvelle personne et on a encore le doute sur la pérennité de l'utilisation parce que la machine ne dépend que de la personne qui va être en train de la faire tourner. Et voilà, c'est la limite de l'exercice. Donc la digitalisation crée des emplois. Oui, on fait dans la direction juridique. Elle va. Alors non, mais sur l'automatisation, par exemple. Quand vous arrivez à des volumes d'automatisation, par exemple, sur un type d'activité, on a 6000 contrats par an. Si vous automatisez, vous réduisez nécessairement les emplois. Mais en fait, c'est un shift, je dirais, vous allez employer d'autres personnes sur d'autres compétences. Et ce n'est pas nécessairement des juristes, mais en même temps, demander à quelqu'un de faire des centaines de contrats tous les ans, franchement, est-ce que c'est du travail de juriste? Donc, voilà. Je réponds la même chose. Oui, nous avons la chance d'être assez gros. Donc, on a une équipe. Dans mon équipe, on est une dizaine de personnes, dont une personne qui est dédiée à la gestion de projet pour de nouveaux outils et une personne qui est dédiée à gérer les outils. Mais moi, je commence à centraliser la gestion de tous les outils juridiques. Il y en a pas mal. Et ça permettra de centraliser et d'assurer une conformité, une cohérence entre les outils et aussi un numéro où ils peuvent appeler. Mais on se repose aussi sur la DSI. Et d'ailleurs, tout ça fait partie du calcul du ROI. Et c'est pour ça que je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut connaître le vrai besoin, faire le business case. Quel est, si on adopte cet outil avec tous les coûts, qu'est-ce que ça me permet de faire? Est-ce que ça me fait dégager du temps d'un juriste qui coûte plus cher que le coût de l'outil plus le coût d'une personne pour gérer? Oui, je voulais juste ajouter une chose dans ce contexte. Alors, ça va faire très corporate, mais je suis à la SNCF. Et on a tendance à voir ça comme une vieille dame. Mais il y a quelque chose que je trouve intéressant dans l'organisation par rapport à ce débat-là.
qui est que la vieille dame, elle est au 19e siècle sur certains éléments de son activité et au 21e sur d'autres. Il faut savoir que c'est le premier site de tourisme en ligne depuis longtemps, devant Booking, Expedia, etc., qu'on fait plein de maintenance prédictive. Mais ce que la boîte a fait, c'est qu'il y a maintenant un service dédié qui s'appelle ISNCF, où en fait vous avez à l'intérieur du service, et il y a vraiment beaucoup de monde, et ce sont vraiment des gens sur l'intelligence artificielle, on a vraiment des têtes énormes qui travaillent sur comment travailler sur les retards des trains, des choses comme ça. Et toute cette entité est à disposition de toute l'entreprise, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un a un projet digital, eh bien, suivant la nature de son projet, on trouve dans cette entité des spécialistes qui vont venir et qui sont dédiés à ça, donc qui ont du temps dégagé pour ça, vous accompagner sur votre projet particulier, dans votre transfo particulier, parce qu'il y a des tas de besoins sur le business, etc. Donc voilà, c'était juste pour dire que c'est une autre façon de faire la chose, mais qui est peut-être intéressante. Je voudrais juste rebondir là-dessus parce qu'effectivement, alors c'est une super opportunité pour toutes les entreprises, effectivement, le digital, hein, de rentrer dans un monde un peu différent de celui qu'on vit au quotidien, surtout pour les juristes. Vous soulevez aussi la question de développement interne, développement externe. Et ça, c'est un sujet quand même effectivement assez complexe. Alors les legal tech vous offrent des choses toutes faites, donc c'est quand même facile. Mais comme le disait Eric tout à l'heure, on arrive à des choses, c'est des choses qui sont unifonctions, et donc on arrive à, voilà, le juriste devient pilote pilote d'avion avec plein de voyants partout, enfin plein d'outils en fait. Et donc ça c'est complexe. Et en même temps, on voit qu'en interne, les développements internes, quand ils sont possibles, surtout maintenant on a des data scientists comme peuvent avoir toutes les startups. Et en plus, les outils des startups, c'est de l'open source, donc du coup, elles n'inventent rien en termes d'algorithmes. Donc la question se pose à chaque fois, et c'est vrai que ça, c'est un débat qui n'est pas très facile. Bonjour, madame, c'est vous, Réseau de Transport et Électricité. Donc, dans notre direction juridique, nous avons lancé un chantier de transformation digitale il y a 2 ans et demi maintenant, qui entre dans sa phase opérationnelle cette année. Donc, en particulier, on va se doter d'un logiciel juridique, d'un chatbot en commun avec un métier d'entreprise. On va développer les formations digitales. Effectivement, la transformation digitale a eu des résistances chez les juristes. Alors peut-être parce qu'ils sont un peu rétifs à ces nouvelles technologies, mais aussi parce qu'ils ont une grosse charge de travail et puis à leur décharge, jusqu'ici, on ne leur a pas apporté la preuve que les outils étaient en mesure de leur apporter du soulagement d'activité, je dirais. Donc, vous qui avez mis en œuvre ces chantiers depuis quelques temps, comment vous mesurez aujourd'hui la plus-value pour les juristes? Alors, vous avez parlé tout à l'heure du fait de leur dégager du temps, c'est effectivement un des critères, je dirais, principaux. Mais voilà, 2 ans, 3 ans après avoir lancé tous ces outils, comment vous mesurez les avantages que cela apporte à votre direction et à votre entreprise de manière générale? C'est une bonne question. Et c'est pas évident de mesurer comme ça. Voilà, moi, en fait, pour nous, j'ai pas la réponse pour nos gros outils. On mesure plutôt par les données qu'on peut récupérer, la facturation et l'utilité comme fondation pour autre chose. Après, pour tous les autres outils qui sont un peu éparpillés par service, là, il y a une grosse amélioration parce que les juristes ne peuvent plus vivre sans. Pour les autres, on apprend toujours. Il faut toujours être à l'écoute. On repart à l'écoute. On repart avec des ateliers pour entendre quel est le vrai besoin. Et bientôt, on va repartir sur notre gros outil de gestion de dossier. Qu'est-ce qui va bien avec? Dites-nous ce que vous utilisez, ce que vous aimez et ce que vous ne aimez pas, et ce dont vous avez besoin
pour justement l'utiliser pour vraiment au quotidien pour être à l'aise. Donc c'est un début, il faut commencer. La sortie va être, j'ai quelques projets en tête qui vont dégager quelques heures par semaine et ça va dégager du temps et de l'argent pour d'autres outils qui peuvent ensuite améliorer les services. Oui, par rapport à la question que vous posez, il faut bien comprendre que mesurer l'impact de la plupart des outils dont il est question, depuis la recherche documentaire jusqu'à la gestion des contrats en passant par... on ne va pas être exhaustif sur le sujet. Il n'y a pas beaucoup d'études en France pour l'instant. Ça va arriver. Je peux vous dire qu'il y a quand même des projets, notamment ANR, recherche avec un certain nombre de partenaires pour essayer de mesurer les gains de productivité très, très concrètement. Alors il faut encore attendre un tout petit peu parce que c'est assez récent. Pour l'instant, le nouveau monde qui se profile, il partage quelque chose avec l'ancien, surtout dans les phases d'investissement. C'est un peu le secret des affaires et c'est vrai que c'est difficile pour les observateurs, là je prends un point de vue d'observateur, d'avoir des données précises. Donc on fait ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire qu'on regarde les données étrangères, les données américaines, les données anglaises. Récemment, un gros travail a été fait sur des données allemandes, sur l'impact de la transformation numérique. Donc on commence à avoir quand même un aperçu à l'étranger de ce qui se passe. On est démarré peut-être un tout petit peu plus tard que d'autres. Les gains sont à l'arrivée, à condition effectivement d'avoir répondu à des besoins réels. Je parlais d'accidents industriels, ça arrive quand on fait du numérique juste pour faire du numérique. Quand on discute avec certains qui disent faut qu'on y aille, mais qui ne réfléchissent pas à l'avance exactement à l'objectif qu'ils souhaitent atteindre et à la manière d'y apporter des réponses, parce qu'en général, il y a plusieurs alternatives et ça suppose de prendre un petit peu de temps. Donc c'est difficile aujourd'hui de vous dire concrètement, voilà le montant de l'investissement, voilà le gain réalisé, tout simplement parce qu'on est vraiment au début. Il y a peu d'acteurs. Alors j'imagine que certains d'entre eux ont leurs propres informations à un niveau micro, mais à un niveau agrégé pour dire exactement quel est l'impact de la transformation numérique sur le marché du droit en termes de gains de création de valeur globale. Aujourd'hui, il n'y a pas d'études. Vous n'aurez pas d'informations précises sur cette question-là. Si je peux juste compléter, oui, en fait, cette question, je l'ai posée parce que la difficulté à laquelle on se retrouve confronté dans l'action juridique, c'est que quand on veut lancer ces outils, on rédige les expressions de besoin avec les cités qui vont financer nos projets, elles nous demandent de faire la démonstration de la plus-value d'outils. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est pas toujours simple. D'où l'intérêt de benchmarker avec des directions juridiques qui sont plus avancées sur des sujets en attendant. Je pense qu'au niveau d'une entreprise, à partir du moment où vous avez quand même les éléments du calcul économique, avec toutes les difficultés de l'exercice, on peut quand même avoir une petite idée des perspectives en termes de gains et de plus-value. Très rapidement, je dirais comme une transformation qui c'est pas le juridique qui mène cette transformation, c'est le monde qui se transforme. Et nous, on accompagne cette transformation. Donc, je pense qu'il y aura un retour, mais ce ne sera pas immédiat. Certaines parties, c'est immédiat. Mais il y a aussi un risque, si on ne le fait pas, le juridique risque d'être mis de côté et que la société souffre en conséquence. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Il ne faut pas oublier que c'est une nécessité et pas forcément... il n'y aura pas forcément un gain sur la ligne en bas des comptes. Alors, très vite parce que le temps est... Bon, moi j'avais juste une question simple pour les directeurs juridiques. Quels sont les variés de ce domaine des applications dont les juristes ne pouvaient plus se passer? Quelles sont-elles? Parce que je pense que c'est très bien pour la direction juridique de cette communique, en fait, ça va être une trame, peut-être bien plus logique. Et
donc une vraie adhésion des juristes qui se sentent confortables avec ces applications. Quels sont celles dont ils ne peuvent pas se passer finalement? J'ai pas la liste en tête, on a beaucoup. Je pense à un outil pour gérer nos marques. Donc tout est géré, les rappels, etc. Il y a des outils pour gérer qui sont assez vieux maintenant, mais pour tout notre patrimoine immobilier. Il y a pour les gérer toutes nos filiales, nous avons 1500 filiales. Donc on doit les gérer, ça c'est un outil qui est utilisé. Après, il y en a d'autres qui sont par branche pour gérer leurs activités. Ils déposent quelque part et parfois c'est un peu la difficulté que nous avons pour avancer sur un outil unique, parce que les juristes, ils ont leur réflexe. C'est un outil monotâche, mais ils savent que ça, si je veux ça, c'est là. Et notre défi, c'est de pouvoir tricoter tous les différents outils pour que ça soit invisible pour l'utilisateur. Merci Eric. On pourrait en parler pendant des heures, le sujet est passionnant, mais il faut qu'on rende la salle. Merci beaucoup à chacun des intervenants, Audrey, Bruno, Eric et Christian, pour votre éclairage.